accueille Brûlatour pour son billet acidulé de... J'adore même. Merci, merci pour ce sérum de qualité. Voilà, il faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Pour discuter avec nous et puis... Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Bonjour Philippe. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House. C'est parti pour notre 57e room, 57e épisode du club Le Pod, tous les mercredis à 13h. Mais qui est avec nous pour débuter ce 57e épisode ? Alors, on va pas se raconter d'histoire. Nous sommes aujourd'hui avec Brûlatour, notre rédac chef amoureux de la nature et qui écrit plus vite que son ombre, la start-upeuse fan de podcast et d'Hugo au pluriel, Emmanuel, et la porte-voix du site d'actualité lepod.fr, Cécile. Salut à tous les trois. Comment allez-vous ? Bonjour à tous, moi tout va bien, ravi de vous retrouver. Au top. Super. Alors, le programme du jour, la minute de tumulte avec une écoute aléatoire, le jeu où il faut connaître le mot mystère pour gagner et rester jusqu'à la fin de cette room. Et puis pour gagner votre cadeau surprise, parce qu'aujourd'hui c'est un cadeau surprise, donc personne ne saura ce que c'est sauf celui qui va gagner. Eh bien, il va falloir... Alors, c'est en lien avec le podcast quand même, hein. C'est pas un cadeau surprise, on va pas vous offrir un stylo. Quoique, pour écrire un podcast, il faut bien un stylo. Il vous faut donc connaître le mot mystère et lorsque nous vous le demandons à un moment de cet épisode, vous nous envoyez sur l'application Clubhouse par le biais de la messagerie, vous savez, le petit avion qui est apparu en bas à droite. Vous cliquez sur le petit message, sur le petit avion en bas et vous mettez ce mot mystère quand on vous le demande. Je vous le demande tout à l'heure dans la room. Ça sera à un moment un peu surprenant, peut-être en milieu ou vers la fin. C'est souvent entre le milieu et la fin. Et le mot mystère est aujourd'hui, alors c'est un mot mystère qui est un peu long, mais enfin pas trop long non plus, moins compliqué que celui de la semaine dernière avec Ocha. Donc c'est le pod, L-E-P-O-D, donc le pod comme le pod, O-A-U, PPF, donc le pod au PPF, puisque oui, le pod sera présent au Paris Podcast Festival. On vous prépare plein de petites surprises pour ce Paris Podcast Festival, avec déjà la sortie du magazine numéro 7. Et puis une sélection d'ouvrages que l'on a concocté. Je vois que Lucie est dans la room pour ce festival avec je pense 18 ouvrages qui ont été sélectionnés par le pod avec la Gaieté Lyrique et le Paris Podcast Festival. On attaque tout de suite avec la minute de tumulte, si tu en es d'accord, Emmanuel. Salut Emmanuel. Salut, je suis 100% d'accord. Déjà, je vais commencer par présenter Tumult très rapidement pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de nous. On est une application de podcast social où chaque épisode possède une chatroom. Dans cette chatroom, les auditeurs, au fil de l'écoute, posent des questions, partagent leurs émotions, viennent remercier les podcasteurs quand ils vivent des émotions qui sont parfois trop fortes pour être tues. Je vais maintenant vous présenter 5 podcasts que j'ai tirés au sort aléatoirement parmi ceux qui sont disponibles dans la librairie de Tumult. Le premier s'intitule Mes disques à moi. C'est un podcast présenté par Murdoch. Chaque épisode, un invité audiophile est présenté avec un album qui est complètement décortiqué. Mais c'est très pointu, attention. Allez, on va voir si ça marche cette fois, parce que la semaine dernière, j'ai eu des petits problèmes. Bon, faut dire que j'étais dans ma voiture. En Angleterre, il y a les Who qui sortent Who's Next, John Lennon sort Imagine, Led Zeppelin sort le 4 et David Bowie sort Hunky Dory. Aux États-Unis, on a Marvin Gaye qui sort What's Going On, La Stax sort la BO de Shaft, les Doors sortent LA Woman, et je vous renvoie à l'épisode enregistré avec Laurent Riepi en ce début d'année. Donc voilà pour le premier épisode. Donc si vous voulez aller écouter un peu ces podcasts, vous les trouver sur l'application Tumult. Bon, vous pouvez les trouver aussi sur Internet, mais l'application Tumult vous permet de les retrouver en intégralité avec tous les épisodes. La suite, Emmanuel, c'est à toi. Oui, le second podcast tiré au sort, c'est Contes des soirs perdus, un podcast de Lloyd Blake qui revient sur les contes et légendes. Déjà 41 épisodes à écouter. Ce soir, on verra qu'il ne sort jamais rien de bon du crâne d'un poulet, et qu'on ne prend jamais assez soin de son ficus. La créature du soir aime se faire passer pour le Père Noël, mais je vous déconseille de les confondre. Vous écoutez Contes des soirs perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore, et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés.
Ouais, alors assez sympa. Hein, j'ai fait un petit montage simplement pour couper. J'aime bien l'intro. Hein. Ce que vous avez entendu au début, c'est tout de suite l'intro. Moi, j'aime bien les 15 premières secondes. Ça, on aime bien avec moi la tour, les 15 premières secondes. La suite, Emmanuel, c'est à toi. Donc, c'était Conte des soirs perdus. Troisième podcast aléatoire. Il s'intitule Fais-tu frette. C'est un podcast de Jean-Michel Lhomme qui s'est donné pour mission d'expliquer le Québec à travers des discussions en podcast. Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1 ? Voilà, il y a du boulot. Non, mais assez sympa. J'aime bien le concept. Donc, allez gratter un peu, allez écouter un peu. J'ai pas eu le temps d'écouter encore tous tes podcasts aléatoires, mais il y en a certains qui donnent envie. Oui, c'est vrai. C'est aléatoire pourtant. Le quatrième, c'est Tous pareils ou presque. Là, c'est un hasard assez dingue parce que je l'ai tiré au sort aussi pour ma newsletter aléatoire que j'envoie chaque vendredi. Donc, c'est pas fait exprès, mais par contre, ça peut aider beaucoup de familles. C'est un podcast sur l'autisme proposé par Stéphanie Gruet-Masson. Tous pareils ou presque. L'autisme, c'est comme un grand voyage. Il y a 8 ans, ma fille Alice nous a embarqués dans le sien. Moi qui ai souvent cherché le dépaysement et l'aventure, j'ai tout de suite compris que j'allais être servie. Entre désert et jungle, on a souvent navigué à vue. Mais ce périple m'a permis de faire 1001 rencontres passionnantes. Voilà, on vous passe simplement quelques extraits rapidement pour pas trop durer dans cette room, mais aussi quand même pour vous faire découvrir, ça fait partie des choses qu'on aime bien, découvrir des nouveaux podcasts. Le cinquième, Emmanuel. Oui, c'est un podcast de Clément Touron qui s'intitule Raconter le réel et qui explore, lui, les dessous des documentaires. Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. Épisode 9, journaliste, écrivain, documentariste, 3 façons de raconter le réel. Le grand public souvent me dit « Ah, j'ai beaucoup aimé ton reportage, machin », pour dire documentaire. Le grand public, c'est pas de sa faute, il dit ce qu'il veut. Mais c'est une erreur de néophyte en tant que professionnel de croire qu'on peut passer de l'un à l'autre. Voilà, donc plein d'épisodes sur des parcours professionnels. Tout à fait. Alors, maintenant, les coups de cœur, les 2 petits coups de cœur d'Emmanuel. Et si vous aussi, vous avez des coups de cœur, on pourra monter dans la room juste après le billet de Brûlatour, puisqu'on va attaquer et parler de l'écriture, la narration. Donc, tes 2 petits coups de cœur. Et ensuite, on va vite aller avec Cécile pour qu'elle nous parle un peu de l'actualité du pod.fr. Et on enchaîne avec le billet de Brûlatour. À toi, Emmanuel, pour tes 2 petits coups de cœur. Oui, alors le premier coup de cœur, c'est un épisode de Découvre, ose et deviens, un podcast de Julie Guertin qui explore les métiers. Voilà, cette fois-ci, en 2 épisodes, elle a interviewé Fanny Cohen-Moreau, qui est réalisatrice et productrice du podcast Passion médiéviste, entre autres. Voilà, donc on y apprend un peu le Moyen-Âge, mais aussi la production de podcasts. J'ai trouvé vraiment ça fascinant. Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre, aujourd'hui, je reçois Fanny Cohen-Moreau, fondatrice et hôte des podcasts Passion médiéviste, Passion antiquité et Passion moderniste. J'ai eu l'idée d'inviter Fanny à la suite de mon... Voilà, la déclinaison de ces podcasts. C'est le deuxième coup de cœur. Voilà, le deuxième et dernier coup de cœur, c'est un épisode qui est... c'est un peu de l'autopromo. Voilà, c'est un épisode de La vie créative avec Bertrand Soulier qui m'a interviewé pour parler de comment discuter avec sa communauté grâce à Tumult. Donc, c'est l'occasion de comprendre ce qu'on veut faire, comment on le fait et où on veut aller. Je vous invite aussi à écouter du coup sur Tumult où j'ai posé moi des réactions dans la chatroom et on peut discuter ensuite également. Alors, on fait comment quand on a un podcast et qu'on veut de l'interaction ? Eh ben, c'est pas très simple. Moi-même, souvent, quand je cours en écoutant des podcasts, je me dis sur ce truc-là, tiens, j'aimerais bien avoir la réaction des gens à ce que j'ai dit. Mais j'aimerais bien aussi que moi aussi, quand j'écoute des podcasts, comme je dis, j'aimerais bien des fois réagir, donner mon avis au créateur du podcast. Et parfois, j'y repense en rentrant, je fais un petit tweet au créateur, mais en fait, je dois le dire, c'est rarement le cas parce que j'ai un petit peu oublié, sur quoi vraiment je voulais réagir, quelle était ma réaction telle que je voulais avoir, etc. Et voilà, il
n'y a pas d'interaction. Bah oui, c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime bien le concept de l'application Tumult. Et Tumult permet d'écouter des podcasts. C'est vraiment un lecteur de podcasts, mais qui permet d'interagir. C'est-à-dire que vous écoutez le podcast, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui vous fait réagir. Bah, vous pouvez mettre un commentaire. Et ce qui est vraiment très fort en plus, c'est que les commentaires vont apparaître au fur et à mesure que vous écoutez les podcasts. Voilà, il a bien expliqué le concept, hein. T'as même plus besoin de faire ton pitch. Donc, c'est ça, du coup je m'en vais. Voilà, du coup tu t'en vas et on va accueillir Cécile. Donc je vous invite tous, tous et toutes, si vous avez votre podcast ou si vous avez des podcasts que vous n'avez pas encore envoyés sur l'application Tumult, à le faire, hein. C'est très simple, vous envoyez le flux RSS directement sur Tumult, c'est expliqué, il y a vraiment... C'est vraiment pas très compliqué et ça permet à plein de gens de vous découvrir et puis aussi à plein de gens de pouvoir commenter. Vous pouvez l'utiliser si vous lancez votre podcast comme plateforme principale pour animer votre communauté, puisque vous pouvez leur parler, les échanger et envoyer des messages, en recevoir, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes d'écoute de podcast. Merci Emmanuel. Merci. On enchaîne avec Cécile. Cécile qui va nous donner rapidement le coup de cœur, coup de gueule de la semaine sur lepod.fr. Oui, bonjour Philippe, bonjour Emmanuel, bonjour Fred, bonjour à tous. Il y a beaucoup de coups de cœur cette semaine sur le pod, notamment des coups de cœur musicaux, puisque nous avons Move qui nous prépare une petite saga sur le rap français où on décortique un petit peu toute la saga des années 80 avec tous ceux qui ont créé la scène musicale du rap à ce moment-là et qui nous font encore rêver quand on aime ce genre musical. Nous avons des rencontres avec Pépin Podcast, où l'animatrice du podcast rencontre des personnes qui ont subi des maladies, qui ont connu des maladies, qui ont rencontré des déboires dans leur vie et qui créent de cette opportunité, qui créent de ces difficultés des opportunités. Alors Pépin Podcast, ça peut être une pépite que l'on peut imaginer. C'est pas facile à dire déjà. Ouais, Pépin Podcast, mais ça va très bien avec l'objet sonore parce qu'on parle de Pépin et dans ce podcast, on se relève et on fait acte de résilience et tous les témoignages qui sont là-dedans sont absolument inspirants et super. Et enfin, je voulais juste m'arrêter sur un monde de psychédélique. Alors, psychédélique, c'est Grand Contrôle qui nous crée ça. C'est une pépite sur toutes les médecines parallèles qu'on peut connaître. On parle de méditation, on parle d'hypnose, on parle de sophrologie, on parle de yoga. Alors, c'est initié par les professionnels qui utilisent ces techniques au quotidien et vous verrez que vous allez les revoir d'une façon complètement différente. On ne va pas être dans la zen attitude comme on l'imagine, les genoux les pieds croisés, en train de faire de la méditation transcendantale et voire peut-être de la lévitation. Non, ça nous explique les tenants, les aboutissants, ce que ça fait du bien en dedans pour qu'avec notre nouveau dedans, on arrive à faire du bien en dehors et améliorer notre vie. Dernier petit point, c'est une formation sur laquelle je voudrais rebondir, si tu me permets, Philippe. Une formation justement qui parle de narration et qui parle d'écriture. Ça tombe bien, hein, c'est en plein pile dans le sujet. Voilà. Donc, c'est une plateforme qui s'appelle Hiro. Alors, ce sont des formations qui vont inciter les podcasteurs à travailler un petit peu l'écriture, à travailler le script, à travailler les scénarios. Et après, puisque un héros n'existe pas sans histoire, à délivrer leur histoire. En donnant des petits conseils, parce qu'il apparaît très clairement que l'auditeur, au bout de 8 secondes de narration, si ça ne lui plaît pas, il ferme la porte du podcast et il va voir ailleurs. Hiro vous aide à développer justement cet instinct narratif qui sommeille en chacun de nous pour peu que votre script, vous l'ayez en vous et vous en soyez vraiment amoureux. Donc Hiro, c'est une formation. Elle est payante, mais elle est éligible au compte personnel de formation. Et ça peut être très simple. Ouais, ce qui est pas le cas de toutes les formations. Et puis les formations, les conseils, les coachs se multiplient dans l'univers du podcast. Donc si vous voulez être coaché, je pense qu'il y a pléthore de choix. Allez, on enchaîne tout de suite. Merci Cécile. On enchaîne tout de suite avec le sujet du jour qui est en lien avec une bonne transition. Cécile, l'art de rédiger entre narration et cliffhanger avec l'édito Le billet acidulé de Brulatour. C'est à vous, cher monsieur Brulatour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. L'écriture des podcasts. Alors dans le monde du podcast, c'est une drôle d'idée, vraiment franchement, d'aller penser qu'il est nécessaire de prioriser l'écriture à la voix.
D'ailleurs, pourquoi perdre son temps à écrire alors qu'il faudrait d'abord se concentrer sur tout ce qui concerne la production sonore? Bon, voilà le postulat de départ. Je vais essayer de vous démontrer l'inverse, que l'écriture d'un podcast doit toujours être la première étape d'une longue aventure. Alors pour bien comprendre le sujet, il faut répondre déjà à cette question qui est fondamentale, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on peut écrire avant d'enregistrer un podcast? Alors la question amène des réponses qui sont assez hétéroclites dans l'ensemble. On peut rédiger un conducteur, c'est-à-dire le plan minute par minute de son podcast. On peut écrire le synopsis de son podcast. L'étape suivante, c'est de rédiger le scénario. On peut écrire le lancement, les articulations, les différentes parties. On peut même écrire des dialogues. On peut écrire les questions que l'on posera si on a un invité. On peut écrire tout ce que l'on dira dans son podcast. Qu'est-ce qu'on peut écrire d'autre? On peut rédiger le titre de l'épisode, on peut même écrire le teasing de cet épisode. Bref, vous le constatez, on peut écrire une multitude de choses autour d'un podcast. Alors si vous êtes de ceux qui pensent être convaincus que produire un podcast, c'est seulement et simplement lancer l'enregistrement et puis se laisser papillonner pendant 5, 10, 15, 20 minutes ou davantage encore, ça va être très très compliqué de votre côté à consacrer du temps à l'écriture. Parce que l'écriture, c'est d'abord du temps et parfois même, souvent d'ailleurs, je préférerais dire, c'est beaucoup de temps. C'est la base, c'est les fondations, ça évite d'être en roue libre. C'est un peu comme la carte géographique dans les mains d'un marin, pas de carte et ses destinations l'inconnu. Alors il y a autant de façons d'écrire qu'il existe de styles de podcast, on ne va pas se le cacher. Tout dépend de ce que vous avez choisi d'enregistrer. Prenons l'exemple de l'interview. Il faut d'abord un peu fouiller le sujet, prendre des notes, s'en inspirer. Il faut réfléchir à des questions, les rédiger donc. Il faut rédiger le lancement, les relances, sa conclusion. La rédaction est partout, vous le voyez. Néanmoins, les podcasts ont tous un point commun auquel on ne peut pas échapper, ils ne peuvent pas déroger, c'est le conducteur. On y trouve une multitude d'infos en fonction de l'avancement de l'enregistrement, c'est-à-dire le défilement du temps, le nom de l'invité ou des invités, la durée des différentes parties, les extraits qui y sont intégrés. C'est un vrai boulot et c'est aussi un vrai plan de combat. Plus le podcast est élaboré, plus il exigera un travail d'écriture. La palisse l'aurait dit. Mais pour autant, n'allez pas penser que des podcasts de 60 secondes n'exigent aucun travail de rédaction. Par exemple, j'ai un contre-exemple très fameux, c'est le podcast Culture Générale du réseau Chose à Savoir, qui en est l'exemple parfait. C'est très court dans la durée, souvent c'est moins de 2 minutes, mais ça demande un travail de recherche colossal et un travail rédactionnel qui est tout aussi colossal et qui servent de base donc au succès de ce podcast. Enfin, je vous rappellerai que la mise en ligne d'un podcast peut pas simplement se résumer au titre ou aux 3 lignes de présentation rapide, vite fait, bien fait. Rien ne vous empêche d'y joindre le synopsis, l'histoire complète, même le conducteur que vous pourrez peut-être réécrire pour le rendre un petit peu plus digeste. Si vous aimez ça, rien ne vous empêche non plus d'écrire un article dédié à votre podcast qui va plus loin que le contenu du podcast, qui apportera une sorte de valeur ajoutée production sonore, un texte accolé à son podcast, mais c'est bon pour l'auditeur. Enfin, celui qui est curieux et qui veut se donner la peine d'aller plus loin pour chercher une sorte de plus-value, c'est aussi bon pour améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche, pour renforcer votre présence sur les réseaux sociaux, puis c'est bon pour votre image aussi. J'ai presque terminé. Est-ce que l'écriture de l'architecture, on va dire, de son podcast, ou l'écriture consacrée à donner naissance à tout autre texte finiront toutes les deux obligatoirement aux oubliettes? Non, justement, c'est là où il faut être imaginatif et puis essorer son travail comme on pourrait essorer une éponge afin d'en extraire tout le contenu jusqu'à la dernière goutte. Ne rien perdre, tout exploiter. Un exemple, ce que je suis en train de vous raconter, vous allez pouvoir dans quelques secondes le retrouver sous la forme d'un article mis en ligne dans la foulée. Je voudrais montrer ici que rien ne se perd et que tout se transforme dans le monde du podcast. Il faut comprendre cette philosophie. Dans cette démarche rédactionnelle, il n'y a pas de petit profit. Si vous deviez retenir une chose issue de ce billet acidulé, c'est probablement celle-ci. Et puis comme à la radio, j'en termine là, il faut aussi toujours offrir un bonus, un plus, une sorte de cerise sur le gâteau. Alors j'ai pour vous 5 conseils pour faciliter votre travail rédactionnel. Mais si vous avez compris ma démarche personnelle, ces 5 conseils, je ne vais pas vous les donner ici. Il faudra aller les chercher sur le site du pod ou sur mon blog brulatour.fr. Ça, c'est ce que l'on appelle un levier d'audience, aussi petit soit-il. Mais bon, comme je vous l'ai dit, dans le monde du podcast aussi, Philippe, il n'y a pas de petit profit. Alors là, il nous épate, mais il nous fait un cliffhanger. Alors, j'avais d'autres sorties parce que j'ai un peu gratté. J'avais d'autres sorties, mais elles étaient en dessous de la ceinture ou voilà. Bon, j'ai pas voulu trop appuyer, mais bon, voilà, c'est un vrai job. Il faut pas prendre ça à la rigolade. Ça demande des efforts, ça vous fait sourire, mais bon, il y a du boulot derrière. Voilà, c'est aussi ce qu'il faut retenir.
Non mais très, très intéressant. Alors on a du monde dans cette room qui peut parler et qui peut partager, puisque c'est vraiment le concept de notre saison 2, de tous ces épisodes qu'on fait avec vous, c'est qu'on les fait avec vous, et donc on a vraiment, vraiment besoin que vous participiez pour parler de cette écriture, de la narration, de cet art de rédiger, et on voit qu'il y a des trucs, il y a des astuces que beaucoup utilisent. Alors n'hésitez pas à lever la main pour qu'on se lance dans ce débat fort intéressant sur l'écriture. Et je vois que Stéphane Berthomé, avec qui on a fait le beau petit cahier sur les podcasts du Québec, est avec nous. Il est tôt au Canada. Stéphane, salut, comment vas-tu? Salut, vous m'entendez bien? Ouais, super bien. Ben oui, il fait frais ce matin à 7h du matin au Canada, à côté de Montréal. Tout va bien. Je suis très content d'être dans cette room parce que c'est un sujet qui me passionne, comme vous vous en doutez. Oui, ça te passionne, et puis tu as une petite expertise en la matière. Tu as fait des podcasts alors en coproduction avec Radio-Canada et France Culture, c'est ça, et puis maintenant tu as ta boîte de prod où tu te lances dans l'univers de l'entrepreneuriat dans l'univers du podcast. Mais pour revenir un peu au sujet, donc comment tu démarres une écriture de tes podcasts? Alors ça va dépendre du podcast, mais des podcasts d'investigation que tu as fait par exemple, comment tu démarres? Quels sont les trucs que tu peux donner pour faciliter un peu l'écriture et arriver à faire cette narration, cette espèce de et puis à la fin donner envie, comme dans les séries qu'on peut voir à la télévision ou sur Netflix. C'est ça qui est super impressionnant, c'est comment ils arrivent à raconter des histoires. On peut faire ça en podcast aussi? Ah bah oui, on peut faire ça. Il faut faire ça en podcast. En réalité, il n'y a plus le choix aujourd'hui devant la qualité des productions qui sont mises en ligne. Survivront auprès du grand public que celles qui sont vraiment d'une qualité très 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 haute. Et moi, j'ai beaucoup évolué. Comme tu dis, ça fait maintenant presque 5 ans que je fais de l'écriture de podcast à titre professionnel, à plein temps en fait. Et je me suis vu aussi évoluer dans le processus d'écriture. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de travailler quasiment comme à la télé ou au cinéma, c'est-à-dire que d'abord le projet est développé en 3 phases, qui est le développement, la recherche, le développement et la production. Et donc c'est dans la phase de développement que je travaille essentiellement sur l'écriture. Mais dans cette phase d'écriture, maintenant je fonctionne. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris sur le storytelling ces dernières années. Je me suis énormément renseigné. J'ai assisté à des conférences avec des maîtres du storytelling. Et ça, je conseille à tous et à toutes d'aller chercher vraiment des vraies références. Vogler, Campbell, des gens comme ça qui semblent pas forcément très accessibles parce qu'ils sont aux États-Unis, mais qui ont vraiment posé les bases de ce qu'est le storytelling. Et le storytelling est utilisé absolument partout aujourd'hui, aussi bien au cinéma que d'ailleurs dans le marketing, surtout dans le marketing. Bref, donc j'ai été vraiment apprendre toutes ces bases-là pour les intégrer à mon processus d'écriture, et j'ai vu vraiment une réelle différence. Il y a vraiment une façon d'écrire qui est de se dire, voilà, je veux qu'il y ait cette structure-là, puis à l'intérieur de cette structure-là, je vais m'amuser à écrire. Pour moi, la structure et pour moi, le fait de poser les bases du travail n'est pas du tout handicapant, c'est pas du tout brimé. Je sais qu'il y a toujours un débat entre le plan, la structure et la créativité. Pour moi, la créativité s'exprime très très bien au sein d'une structure, peut-être mieux, parce qu'une fois que j'ai les bases, je sais que moi je fonctionne souvent avec un cold opening, c'est-à-dire un peu comme le balado que tu as passé tout à l'heure, on rentre tout de suite dans l'action. Ouais, ça c'est vrai que dans la plupart des podcasts, et j'en parlais tout à l'heure, puisqu'on va mener une conférence sur la découvrabilité des podcasts au Paris Podcast Festival le dimanche soir à 18h30, et on préparait un peu cette session. Et je disais que il y a quand même beaucoup de podcasts qui se ressemblent, et quand on démarre avec un truc qui ressemble à d'autres, ça donne pas très envie.
C'est vrai, et il faut essayer d'être différent, mais il n'y a pas 36 façons d'être différent. Il faut surtout être intéressant. Il faut surtout, comme tu le disais, accrocher l'oreille de l'auditeur très rapidement, et il n'y a pas 36 façons de le faire. C'est de lui présenter ton histoire, tes personnages, tes enjeux de façon rapide, intuitive, fine, pas lourde, pas en travaillant avec une pelle et une pioche. Et si tu arrives à faire ça dans les premières secondes de ton podcast, il y a de grandes chances que tu passes à l'étape suivante avec ton auditeur. Et si tu as bien travaillé sur ta scénarisation, ben après ça va dérouler sur les épisodes. Et quand je te parle de cold opening, c'est-à-dire de rentrer tout de suite dans l'action comme ça, après ça, moi je reviens sur plus la structure de l'épisode classique avec la présentation de l'épisode, le nom de l'épisode, etc. Et là, on démarre l'histoire. Et évidemment, et ça, je sais que ça a l'air complètement fou de le rappeler, mais il faut que chaque épisode se termine sur un cliffhanger. Il faut que chaque épisode se termine sur quelque chose de très accrocheur. On va peut-être expliquer ce qu'est un cliffhanger, parce qu'on parle d'un mot quand même qui pour ceux qui parlent anglais, ça va. Ceux qui ont déjà fait de la narration, ils connaissent le cliffhanger. C'est quoi un cliffhanger? Et puis après, on va accueillir Lauriane qui va aussi participer à notre petit échange. Et montez, levez la main si vous aussi vous avez des choses à partager. Donc c'est quoi un cliffhanger? La deuxième petite question aussi que j'aurais, Stéphane, c'est ces formations que tu as eues qui t'ont apporté. Est-ce que tu as 2-3 trucs qui t'ont vraiment marqué et que tu pourrais nous partager? Voilà, c'est les deux questions. Ouais. Un, cliffhanger. Deux, est-ce que tu as 2-3 trucs que tu te rappelles de ces formations que tu as eues et qui sont vraiment... qui t'ont dit, mais what? Pourquoi j'ai pas pensé avant? Le cliffhanger, c'est l'image la meilleure qu'on puisse donner, c'est ce film avec Sylvester Stallone où il est en montagne et où il est accroché au bord de la montagne sur le bout des doigts. Voilà, ce qu'on veut, c'est que à la fin de ton épisode, ton auditeur soit accroché à ton épisode sur le bout des doigts et qu'il veuille absolument se rattraper pour aller écouter le reste. Donc le cliffhanger, c'est tout simplement quelque chose d'inattendu, quelque chose d'extrêmement fort, quelque chose qui peut bousculer complètement ta trame narrative ou quelque chose qui va profondément émouvoir ton auditeur. Faut pas toujours penser que c'est un retournement de situation. On a souvent tendance à penser que c'est quelque chose qui va complètement retourner ce que tu as raconté jusqu'à présent. Pas du tout. Ça peut être quelque chose qui peut t'amener ailleurs, qui peut amener un nouvel intervenant, qui amène une nouvelle information dont ton auditeur va se dire « What ? Je veux absolument savoir de quoi il s'agit » ou quelque chose de particulièrement émouvant, touchant, sincère, qui va faire que tu vas faire vivre une émotion à ton auditeur. Faut pas oublier que la base de la narration, puis je parle beaucoup de storytelling, mais je peux utiliser des mots comme narratologie ou technique de narration. Au fond, la base, c'est de faire vivre des émotions aux auditeurs. Que quand ils aient fini un épisode, ils se disent « Waouh, il y a quelque chose qui m'attire pour l'écouter », que c'est presque inconscient. Oui, il y a la structure de l'histoire, oui, il y a ce que tu racontes qui doit être vraiment intéressant et fascinant, mais si tu embarques ton auditeur et tes auditrices dans des émotions, tu vas les gagner de façon beaucoup plus efficace. Ça, c'est la première question. La deuxième question que tu m'as posée, c'est qu'est-ce qui m'a vraiment fait... C'est pas la meilleure réponse que peut-être que tu attendais, c'est la structure. C'est de démarrer avec des structures. C'est-à-dire que moi, je fonctionne avec un synopsis pour commencer. Ce que j'ai appris vraiment, c'est commence par faire un synopsis. Ne te lance pas dans le travail sur des épisodes, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Fonctionne de façon évolutive, de façon intuitive. Ça m'a vraiment aidé beaucoup de découvrir des techniques comme par exemple la technique du flocon de neige, qui est une technique où tu pars sur un résumé de ton histoire et tu la travailles, tu l'ouvres, tu l'agrandis, tu commences à en faire des paragraphes, puis des paragraphes, tu en fais des chapitres, puis ces chapitres deviennent instinctivement et naturellement des épisodes, et là, tu as ta structure. Au fond, c'est super organique. Ouais, donc c'est fait boule de neige, c'est ça. Tu pars d'un flocon et tu finis par faire un bonhomme de neige. Oh, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il est brillant, ce gars. Bravo. T'as tout compris. Bon, super. Merci. Voilà, ça c'est un truc sympa. Donc ça veut dire écrire petit et puis petit à petit rajouter, et puis te dire tiens, qu'est-ce que je mets au début. Alors dans une histoire, et on va passer la parole à Lauriane. Dans une histoire, il y a quand même une base qui est un début, un milieu et une fin. Et si possible, une surprise à la fin. C'est quand même la base de la narration. Lauriane, est-ce que tu veux partager quelques trucs et astuces que tu as ou ou réagir à ce que tu as entendu?
Alors tout d'abord, un grand bonjour, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, Lauriane. Ah, Mais oui, mais Lauriane, oui. elle a lancé son podcast, elle participe à d'autres podcasts, donc elle est super occupée. Et puis, elle fait plein de photos très jolies sur son Instagram. Allez voir son Instagram. Merci beaucoup. Puis là, c'est pareil, je suis encore sur un nouveau projet podcast. Enfin, voilà, donc vraiment, effectivement, je suis dedans. Alors, évidemment, le thème m'intéresse plus que tout, puisque moi, je suis plutôt dans le podcast fiction. Et je voulais partager, en fait, tout ce que Stéphane a dit. Donc, ça se résume à ça. Moi, j'ai l'habitude, voilà, d'écrire mes. Alors, j'ai fait le podcast en interview en entreprise. C'est vraiment pas là où je suis le plus à l'aise, mais comme j'ai une formation à l'origine journalistique, forcément, j'ai les trucs pour pouvoir faire que l'entretien se passe à ce que ça puisse apporter en fait, que ça puisse répondre en fait à une attente par rapport à l'auditeur. Mais c'est pas là où je me sens le plus à l'aise parce que moi, j'ai besoin effectivement de structurer mon podcast et moi, je l'écris, mais vraiment, je l'écris comme un scénario. Je pars à partir de 3 idées et puis après, je le structure, je mets la colonne vertébrale. Je vais, comme Stéphane, effectivement, je commence à poser le synopsis, je fais l'effet voilà, de boule de neige comme ça et j'avance parce que moi déjà je sais où je vais et je vais pas rester bloquée au bout du 4e, 5e épisode où je vais me dire merde, je vais raconter quoi. Est-ce que moi je vais pas m'ennuyer aussi parce que quand on est créatif on a plein d'idées, on se dit ouais non mais c'est bon j'ai le truc et puis en fait il faut avoir un ruban et voilà, donc moi ça me sécurise et je pense que ça me permet aussi après de travailler tout le parce que quand j'écris quand je mets en place en fait le scénario de mon podcast, comme je le mets en place comme si c'était un film, je vais donc mettre en place la structure et après il y a tout le côté créatif sur les plans. Ah non, voilà, je fais souvent l'analogie avec le cinéma, mais les plans sur là où je voudrais faire un focus avec la caméra, je vais forcément faire un focus avec mes yeux pour que l'auditeur puisse se laisser embarquer par ce que moi je vois et qu'il puisse lui se le réintégrer, voir le manipuler en fonction de son esprit. Donc Les tu fonctionnes émotions, par image. forcément. Tu fonctionnes. Enfin, toi, tu mais as besoin toujours. d'avoir l'image et c'est avec l'image que Ben, tu arrives à rédiger et à faire ce dont parlait Stéphane tout à l'heure, ce flocon d'en rendre, de faire en sorte que ça devienne une boule de neige et puis après un bonhomme de neige. C'est ça. Oui, c'est ça. En fait, j'écris mon podcast comme si j'écrivais un film, mais en me disant que je suis obligée de le verbaliser et d'aller un peu plus dans le détail avec la voix et avec le texte, parce que c'est des personnes qui ne sont pas en capacité de voir. Voilà. Ouais, mais toi, tu as l'image avant. Ouais, Fred. Ouais. Oui, juste un truc, mais forcément intéressant. Non, vous devriez vous inspirer, parce qu'on est là pour mutualiser des idées, vous devriez vous inspirer de la technique dénommée Page Turner ou Page Turner. Philippe va corriger mon accent américain. C'est une technique qui consiste, alors grosso modo, à rendre un récit captivant ou plutôt haletant. C'est une technique concrètement qui consiste à placer en bas de la page de droite d'un ouvrage un élément qui va motiver, encourager, pousser le lecteur à tourner la page et ainsi de suite jusqu'au climax. Moi, je fais référence, Philippe, au climax. Tu en donneras peut-être une définition, mais dans votre podcast, je pense que les 10 premières secondes sont déterminantes, les articulations le sont tout autant. Donc, donnez tout de suite la température et puis ne pas hésiter à teaser la partie qui arrive, autrement dit, à donner envie à l'auditeur de rester finalement le plus longtemps possible. Et puis, à la fin de votre podcast, il faut toujours teaser le prochain épisode, c'est-à-dire mettre en appétit. Et mettre en appétit, c'est annoncer une promesse qu'il vous faudra tenir. Parce que dans le cas contraire, si vous ne tenez pas la promesse, tout ça va s'écrouler comme un château de cartes et ça produira l'effet inverse. Et pour aller, justement, pour aller plus loin aussi dans le propos là, de ce que tu viens de dire, Frédéric, le petit truc astuce là, que moi j'utilise souvent quand je vais écrire, c'est je suis abonnée Netflix et j'écoute les séries en fait. Je les regarde très tu très les peu. regardes Alors, pas. sauf celles. Ah non, mais alors sauf celles où vraiment c'est pas possible parce que le chef opérateur, tu le demandes en mariage. Mais sinon, je les écoute. Et donc, moi, ça m'aide énormément pour savoir comment je vais caler la musique, à quel moment. Enfin, tout ça, c'est très, très important parce que comme je ne vois pas, il faut déjà que je comprenne comment je suis embarquée et la structure reste la même par l'audio ou par le visuel. C'est-à-dire que, alors bien sûr, il y a des choses qui va passer d'abord par l'image, des silences, des choses comme ça, mais justement, moi, après, ça me fait travailler. Qu'est-ce que je ressens quand je ne vois pas l'image et que j'entends
un silence, qu'est-ce que ça me fait? Et ça, je prends note, enfin, j'ai des post-it partout chez moi. Tout de suite, j'ai un papier et un crayon, je prends note parce que c'est ça que je vais reproduire après en audio. Et donc, mon truc à moi, indépendamment de lire énormément, c'est d'écouter les séries. Alors ça, c'est un bon truc et ça me fait penser immédiatement à une chose qui est quand même importante puisque tu parles de l'écoute et tu parles des moments où tu as du son. Quelle est l'importance de placer déjà des éléments sonores à l'intérieur de l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait tout de suite? C'est une question générale que je lance. Et d'abord, on va accueillir Xav qui voulait réagir et on garde cette petite chose en tête. Est-ce que dans l'écriture, le son est quelque chose qu'on intègre immédiatement? Alors, ça dépend peut-être en général, mais est-ce qu'on y pense suffisamment? C'est un peu la question que je veux poser. Mais on accueille Xav qui veut peut-être réagir et donner ses petits trucs astuces. Salut Xav. Bonjour à tous. Alors moi, je serais plus de l'autre côté du fleuve, dans le sens où j'aurais aimé poser une question, mais qui est du coup totalement dans ton sujet. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Vas-y. C'est vrai que moi, en fait, de base, je fais de la vidéo. Du coup, je suis un peu dans la direction artistique, de la vidéo, un peu de la réalisation. Et du coup, c'est vrai que le son est extrêmement important. Quand je fais des pubs vidéo pour des restaurants, en fait, des fois, on est amené à enregistrer le bruit du couteau, le bruit les crépitements du coup de la cuisine, ce genre de choses. Et en fait, justement, c'est la question que je voulais poser, c'est aujourd'hui, moi, est-ce que mon podcast, je dois le réfléchir, et vous avez répondu comme si je faisais du coup un tournage vidéo, dans l'écriture et aussi dans le montage, tout en, comme l'a dit Lauriane, rajoutant un peu du détail. Et c'est là, en fait, aujourd'hui, où je pense que j'ai un problème, c'est que du coup, je ne sais pas trop quels sont ces détails-là à rajouter pour du coup immerger la personne qui va écouter ce podcast totalement dans ce que je dis, et vu que de manière générale il n'est pas forcément visible. Donc voilà, c'est un peu la question que je voulais poser. Ouais, alors ça c'est Stéphane, vas-y. Ouais, Philippe. Pour répondre à ta question, puis pour revenir un peu sur ce que disait Xav, en fait, comme moi je fais du travail documentaire qui est quand même un travail d'écriture avant tout, qui est assez long et qui est très très affiné, puisqu'on continue à écrire même après les premiers studios, on réécrit, parce qu'évidemment ce qu'on entend à l'oreille en studio ne donne pas toujours le même effet que ce qu'on écrit. Ça, je voudrais souligner ce petit point pour les gens qui se lancent, c'est-à-dire que ne croyez pas que ce que vous allez écrire va être parfait tant que vous l'avez pas entendu. Vous allez voir, il y a vraiment une différence dans le rythme, dans ce que vous allez comprendre et ressentir. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que tout ce qui touche à l'univers sonore, à l'habillage sonore, en fait, on appelons ça l'habillage sonore, pour nous, c'est-à-dire moi et mon réalisateur, c'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard. Parce que si tu commences à faire de l'habillage sonore alors que tu es encore en train de tâtonner dans ta structure, ton réalisateur, il va certainement devenir fou ou aller en burn-out, parce que il va sans cesse devoir recaler son habillage sonore, il va sans cesse devoir changer, puis il s'est cassé la tête pour te trouver une super musique ou une sorte d'ambiance un peu qui correspond à ce que tu viens d'entendre ou ce que quelqu'un vient de dire, et pop, comme tu coupes ce morceau-là parce que finalement c'est pas ce que tu voulais garder, il jette aussi son habillage sonore à la poubelle. Alors le conseil que je donnerais, c'est d'abord de commencer à avoir une structure, enregistrer une V1 de ces premiers épisodes, et à partir de là, on peut commencer vraiment à rentrer l'habillage sonore. Bon, je dois vous dire quand même que nous, on est un peu des psychopathes, c'est-à-dire que ça nous est arrivé d'enregistrer, de faire des sessions de 20, 30 passages en studio, pas l'épisode complet, mais sur des morceaux d'épisodes. Donc ça, c'est peut-être, on est peut-être un petit peu à part là-dedans parce qu'on travaille pendant plus d'1 an sur les documentaires. Alors, ce que je voulais dire dans la partie écriture, et je te donnerai la parole, Lauriane, après, c'est plutôt, est-ce que dans le process de l'écriture, on doit commencer à écrire les ambiances sonores et les moments où on va vouloir donner, et est-ce que ça fait pas aussi partie de ce page turn? Alors, le page turn, c'est compliqué en podcast parce que c'est pas comme si on tournait des pages, mais c'est vrai que si on construit son podcast avec des séquences, on peut imaginer à chaque fois essayer de donner envie à la personne de continuer
continuer à écouter le podcast. Hein. C'est un peu ça, hein, pour reprendre l'image du page turner dans le podcast. Autant dans le livre, c'est simple parce qu'on sait qu'en bas de la page, il faut tout de suite donner envie de tourner pour la suivante. En podcast, c'est un peu plus compliqué de structurer ça. Lauriane, vas-y, c'est à toi. Oui, alors encore une fois, hein, je partage aussi ce que Stéphane vient de dire. Effectivement, quand on commence à se lancer dans les montages et tout ça, vaut mieux avoir déjà sa structure, déjà d'écriture, et après poser la voix et refaire les montages, et après l'habillage. En ce qui me concerne, la musique, c'est mon métronome en termes d'écriture. Et ça va me donner le ton parce que j'aime créer quelque chose d'un peu hybride entre le phrasé qui se met sur un tapis musical qui est choisi, qui est déterminé, et ma playlist correspond à une couleur en fonction, et non pas de l'épisode, mais de la série, en fait. Au même titre que, encore une fois, quand on regarde les séries sur Netflix, moi j'ai un coup de cœur, par exemple, les Peaky Blinders. La bande son, elle fait partie complètement intégrante et le jingle, parce qu'il y a des jingles qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance de la série. Enfin, en télévision, enfin sur Netflix ou sur toutes les autres plateformes de séries originales, c'est quand même les jingles et visuellement et au niveau de la musique qui est donnée, tout de suite on rentre dans l'image qu'on a de cette série. Donc, et ce qui n'est pas forcément peut-être moins le cas en podcast. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui. Encore une fois, je sais pas, je me dis que ça dépend aussi de, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est documentaire? Est-ce que c'est des interviews? Enfin, je veux dire, là, à chaque catégorie, la musique sera omniprésente ou pas, et elle aura un intérêt ou pas. Moi, en ce qui me concerne, elle est ma couleur, et elle me permet de mettre le grain finalement de ce que l'on peut voir sur les films. Si par exemple je choisissais de faire un film en noir et blanc, ça serait déjà dans ma tête au moment de mon écriture de scénario. Et c'est un peu la même chose pour moi avec la musique. Mais encore une fois, et puis tu le sais Philippe, c'est vrai que j'ai la relation avec la musique qui est vraiment omniprésente. Oui, qui est présente dans ta vie, et donc que tu transposes dans ton écriture. Après, il y a 30 000 façons, et d'ailleurs venez partager vos façons d'écrire avec son musique. Xav, pour répondre à ta question. Ouais, Stéphane, vas-y. Juste sur la musique, il y a le mood board, c'est-à-dire que c'est un peu, pour moi, je rejoins tout à fait ce que dit Lauriane, la musique, pour moi, l'habillage sonore, c'est vraiment la direction photo du podcast. C'est tout ce que tu vas voir à l'image sur une série télé. Et c'est drôle parce que je rejoins vraiment ce que dit Lauriane. Moi, j'ai commencé à travailler sur le podcast en m'inspirant de séries documentaires à la télé, sur Netflix. Donc, tout ce que tu vas mettre comme ambiance musicale et comme musique, c'est vraiment ce que ferait la direction photo dans une série ou dans un film. Et donc, tu peux faire un mood board, c'est-à-dire que sans pour autant que ça l'intégrer tout de suite à ton montage, tu commences en parallèle à réfléchir et à rentrer dans des fichiers, dans ce que tu veux, dans n'importe quelle application, il y en a 36 000 maintenant, une série de sons, de musique, d'ambiance, qui sont pas forcément celles que tu vas utiliser au final, mais qui toi t'inspirent et qui toi te mettent en relation avec le sujet, comme on le fait quand on écrit un roman graphique ou quoi, on utilise des photos, des images. Ça aide beaucoup, ça aussi, de faire un mood board. Pardon, je te redonne la parole. Non, super, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Si d'autres ont des réponses à donner à Xav, on va accueillir Malaxo qui est monté dans la room et qui veut peut-être nous donner ses trucs, astuces ou poser des questions. N'hésitez pas aussi, si vous voulez poser des questions aux personnes qui interviennent. Mais on est vraiment là pour partager. Donc levez la main et donnez vos trucs, même si vous pensez que c'est pas forcément les meilleurs trucs au monde. Mais si vous avez vos petits trucs pour cette écriture, cette narration, ce cliffhanger,
cliffhangers, tout ce dont on parle et qui, en général, sont très bien faits par les films de Walt Disney. Hein. On va pas se cacher qu'en termes de narration, ils sont quand même assez forts pour l'ensemble des histoires. Alors après, il y a tout ce côté classique où il faut commencer par l'émerveillement. Ensuite, il faut qu'il y ait une surprise et puis des choses qui se passent, un déroulement et puis après un dénouement et ensuite, hop, ce fameux climax et cette surprise qui nous donne envie d'aller avec un cliffhanger écouter l'épisode d'après. Donc ça, c'est le classique, mais peut-être vous avez d'autres choses à nous partager. Pour revenir rapidement, Philippe, sur le sujet, il y a des conseils qui sont très très simples. Hein. Je vais partir là-dessus parce que j'ai encore un rendez-vous à 14h, je suis vraiment désolé, mais je pense que ceux qui écrivent bien, quel que soit le support, quel que soit l'objectif, sont ceux qui lisent beaucoup. Il n'y a pas de mystère de ce côté-là. On ne peut pas se prévaloir d'écrire beaucoup et surtout bien si on n'a pas le museau dans les bouquins. On peut lire tout et n'importe quoi. Ça, c'est véritablement le conseil que j'aime à répéter. Il ne faut pas négliger le confort d'écriture aussi. Je pense que ça, c'est important, une bonne assise, le fait d'avoir un plan de travail adéquat que vous aimez utiliser, parce que ça impacte toujours sur la qualité de votre écriture. Et puis je pense qu'il y a aussi une autodiscipline. Alors ça fait un peu patriarcal de dire ça, mais je crois qu'il faut aussi s'autodiscipliner, ni trop ni trop peu finalement. Il faut trouver un bon équilibre et se fixer des objectifs qui sont atteignables. Moi par exemple, j'écris avec régularité. C'est-à-dire que je sais que tous les jours entre, je veux dire grosso modo 15h30 et 19h30, c'est un créneau qui est consacré à l'écriture. Et ça permet peut-être, moi en tous les cas ça fait 10 ans que je fais ça, et ça permet de travailler au long cours, si j'ose dire. C'est un travail de marathonien. Donc la régularité aussi n'est pas étrangère finalement à un succès d'écriture, j'imagine. Ensuite, il y a des technicités dont vous allez fort probablement continuer à aborder. Mais je pense que, et c'est pas faire preuve que d'enfoncer des portes ouvertes en rappelant quand même ces 2 ou 3 fondamentaux qui me semblent être importants tout de même. Merci Brulatour. On accueille Jean-Philippe et puis on a encore 10 petites minutes ensemble pour clôturer cette room. Donc si vous voulez bien entendu lever la main et partager vos trucs et astuces, on essaye de se donner plein de trucs et astuces sur l'écriture et la narration. Salut Jean-Philippe, ou de poser des questions bien entendu. Bonjour Philippe, merci pour le sujet de cette room, très instructif. Je voudrais simplement souligner que pour le storytelling, Jean de La Fontaine, les contes de Grimm, les contes d'Andersen ont procédé bien avant nous. Et accessoirement, tous les Walt Disney, ou une grande majorité des Walt Disney, sont issus des contes de Grimm et des contes d'Andersen. Ouais, tout à fait. Donc quand on lit ces contes, on a vraiment ce que vous avez décrit à quelque chose près. Et moi, ce que j'ai fait, alors je partage cette petite expérience qui est plus de l'intrafamilial que du grand podcast à grande diffusion. J'ai enregistré des contes de Grimm avec ma et j'ai cherché à mettre des musiques dessus. Effectivement, c'est un travail qui est pas si évident que ça, notamment de faire travailler un gamin sur l'histoire. Encore qu'elle s'en soit bien sortie, mais en tous les cas, je vous recommande de faire l'exercice. C'est vraiment marrant à faire. Et puis, vous partagez un événement ou plutôt une action avec des enfants qui sont toujours très enrichissantes parce que les enfants ont une spontanéité qui est absolument extraordinaire. Ah oui, ça, dès qu'on fait écouter quelque chose, on voit vite s'il reste concentré ou s'il décroche. Et en fait, on est pareil, hein, je pense, adulte-enfant, même combat, c'est-à-dire qu'on décroche à un moment assez rapidement si la manière dont c'est écrit ou si ces 8 premières secondes, hein, comme on a entendu tout à l'heure dans la sélection des manuels sur Tumult, c'est pas forcément tip top ou c'est pas forcément bien timé ou c'est pas forcément bien dit aussi parce qu'il y a la voix quand même qui est aussi importante de donner envie d'écouter. Il y a des voix qui se donnent peut-être un peu moins envie d'écouter mais qui peuvent quand même avoir une audience et une communauté parce que ce qui est dit est intéressant. Après faire tout c'est quand même compliqué, hein. Si on se lance après ce dont on a parlé tous, se lancer dans une écriture parfaite, alors on peut jamais être parfait, mais qui respecte ses règles pour donner envie aux gens de revenir. Si vous avez encore quelques petits trucs à partager, on est preneur sur votre écriture, votre narration, comment est-ce que vous racontez ces histoires. Alors je sais qu'il y a certaines personnes dans des podcasts qui
font une partie du podcast dans l'épisode et continuent à l'épisode d'après la fin de l'épisode en cours. C'est-à-dire, et vous saurez ce qui va se passer dans l'épisode 2. Et dans l'épisode 2, ils terminent l'histoire et ils recommencent sur l'épisode, le véritable épisode 2 en fait. Donc en fait, dans l'épisode 2, il y a la réponse de l'épisode 1. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui est intéressant? Xav, Jean-Philippe, Stéphane, Lauriane, Frédéric, Emmanuel, Cécile, pour peut-être terminer sur cette room? Moi, je pense qu'il y a un point commun à toutes ces histoires, à toute cette technicité, si j'ose dire, et on en revient toujours au point de départ, c'est que à la radio, à la télé, dans la presse écrite et dans le podcast, il y a un postulat qu'il ne faut jamais oublier, c'est ne jamais être ennuyeux. À partir du moment où vous réussissez, rédactionnellement parlant, à ne pas être ennuyeux, généralement, les auditeurs vont continuer à vous écouter. Mais je suis d'accord avec Philippe en disant que si on réunit tous ces ingrédients, il y a forcément un tour de main à avoir, et puis 2, ça demande un travail qui est souvent colossal, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, moi, je voudrais pas qu'on fasse peur, Philippe. Je voudrais Stéphane. pas qu'on fasse peur aux gens qui. C'est vrai qu'on a tendance, en parlant de toute cette technique, à peut-être balancer un gros mur de briques, puis les gens vont se dire mon Dieu, comment je vais passer ce mur-là. Mais en fait, comme le disait Jean-Philippe, au départ, c'est très simple. Au départ, c'est une histoire en 3 actes. Jean-Philippe a parlé de La Fontaine, etc. On peut remonter jusqu'à Homère. L'histoire, le récit en 3 actes, c'est Homère. C'est vraiment la mythologie. Donc au départ, commencez à penser les choses très simplement. Dites-vous, mon histoire, elle doit avoir un début, donc une installation, un milieu avec de l'action et une fin avec une résolution. Quand vous partez sur ce principe-là, vous construisez votre histoire comme un millefeuille. Vous pensez pas à ce que ça va être à la fin. Vous pensez à ce que ça va être juste à l'étape suivante. Ça vous permet de pas vous faire peur avec trop de trucs compliqués. Et petit à petit, vous allez vous mettre à rajouter des couches à votre millefeuille. Et puis, ça va devenir quelque chose de vraiment chouette et de vraiment cool. Mais pensez pas tout de suite résultat, sinon vous allez complètement flipper et vous allez poser votre clavier. Ouais, c'est toujours ce flocon, ce flocon qui démarre. Et donc le flocon, tu l'as bien expliqué, début, milieu, fin. Et après, on rajoute des choses au fur et à mesure quand on l'écrit. Lauriane ? Non, encore une fois, Stéphane m'a devancé, j'allais dire la même chose. Moi, mon écriture, mon style, ça s'est pas fait au moment où j'ai commencé à me mettre devant un micro. C'est des années, on y va un peu à tâtons, et puis surtout, on essaye. Moi, j'ai aussi vu dans les podcasts, et entre autres dans Il était une fois vers l'Ouest, tout ce que j'aurais dû peut-être travailler en amont. Et c'était OK, on se lance, on le fait, on voit ce qui est raccord. Enfin, moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir de la congruence. C'est ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense, ça doit être quand même assez aligné et ça doit se ressentir. Et puis, le podcast, il a cette particularité de raconter, de murmurer même quelque chose aux auditeurs. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'écrire aussi avec les 5 sens. Quand on a une écriture comme ça qui met en valeur les 5 sens, c'est-à-dire que par exemple, moi je vais à un moment donné faire un focus sur un parfum quand je me balade en forêt, voilà, faire un petit peu des zooms comme ça permet quand même d'apporter aussi du relief au texte et donc du coup de se laisser embarquer à ce qu'on a envie de transmettre. Finalement, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on sent, ce qu'on touche, ce qu'on goûte, forcément, on a envie de le transmettre. Et là, effectivement, en y allant petit à petit, étape par étape, on ne fait que transmettre ce qu'on voit et ce que les autres ne peuvent pas voir. Eh bien voilà, et c'est le moment du jeu mystère où vous nous envoyez le code par ce petit outil de messagerie interne que je vous ai donné au début de la room pour gagner le cadeau mystère. C'est parti pour bien sûr c'est le premier qui m'envoie le message qui reçoit le cadeau mystère et vous le saurez très très vite si vous avez gagné puisque je vous répondrai dans la foulée et vous nous enverrez votre adresse postale pour qu'on puisse vous envoyer ça. Oui, puisque c'est quelque chose qu'on va vous envoyer. Il nous reste 2 minutes. Brûlatour, Malaxo, tu voulais peut-être dire une chose, mais on reviendra vers toi, promis, par message.
Moi, je voulais savoir s'il y avait eu des gagnants au précédent jeu, Philippe. Ah oui, bah on a un gagnant à tous les jeux. Alors d'accord. Le gagnant pour le récepteur, en fait, on a envoyé un mauvais récepteur, donc on a envoyé le bon récepteur. Elle a dû le recevoir hier ou avant-hier, donc elle va communiquer assez rapidement. Et puis la semaine dernière, c'était avec Ocha, et pour le moment, j'ai pas eu encore de retour de Ocha de qui a gagné, mais étant donné que tout le monde pouvait gagner, puisqu'il suffisait de rentrer le code pour démarrer et avoir 2 mois gratuits, et c'était jusqu'à vendredi dernier. Donc j'ai pas les noms du nombre de personnes qui ont participé et qui ont gagné, mais voilà, je sais qu'il y en a qui ont utilisé ce code pour participer. Et donc là j'ai eu deux petits et je peux vous dire que le gagnant est Thomas Crayon. Bravo Thomas, tu as gagné, tu as été le premier à répondre. Pour gagner ce cadeau mystère, eh bien le cadeau mystère, tu m'envoies ton adresse postale et tu recevras ton cadeau mystère, et puis bien sûr tu le partageras sur les réseaux sociaux. Et il faut bien faire un peu de teasing, c'est le concept de la room d'aujourd'hui, le storytelling. Donc vous aurez la suite sur les réseaux sociaux par Thomas Crayon pour savoir ce qu'il a gagné. Malaxo, on revient vers toi, tu peux nous envoyer un mail à contact@lepod.fr. Et on te répond et on fait. Ok, super. Et comme ça, on te recontacte et on essaye de t'aider à avancer pour ta question sans aucun problème. Merci en tout cas d'avoir participé toutes J'ai envoyé un message à Frédéric. Ah ben super. Génial. Voilà, Génial. c'est Frédéric qui va te répondre. Merci à tous et à toutes pour cette room fort agréable encore une fois. On est toujours très content d'être avec vous les mercredis à 13h. Et puis voilà, il y a des gens du Canada, il y a des gens de partout. Vous pouvez écouter d'où vous voulez, participer comme vous le désirez. Et la semaine prochaine, on parle de quoi la semaine prochaine alors? Ah non, mais à chaque fois, il me l'a fait. À chaque fois, tu nous dis, il faut teaser. Alors, on parle de quoi la semaine prochaine? Et pour t'aider, j'ai mis un article ce matin sur la lettre.pro avec le calendrier. Donc, il s'agit que tu cliques dessus rapidement et que tu nous dises quel sera le sujet abordé la semaine prochaine. Ah ouais, non mais c'est sympa. Non mais sinon, vous savez quoi, pour savoir quel est le sujet de la semaine prochaine, vous avez un super calendrier. En fait, vous faites lepod.fr et vous faites /podcast avec un S, et non seulement vous avez le calendrier, mais dessous vous retrouvez les replays, puisque c'est enregistré cette émission, de tous les podcasts. Donc le podcast, la room de la semaine prochaine, eh bien nous sommes aujourd'hui le 29 septembre, ce sera le 6 octobre et on sera sur mener une interview. Donc on sera vraiment sur le concept de l'interview, de l'entretien, et Dieu sait qu'il y en a eu, je sais au Paris Podcast Festival, il y a eu 128 podcasts sur les entretiens. Donc on en a écouté un paquet. Et puis je rappelle pour ceux qui veulent, jeudi, demain, 30 septembre à 17h, on a une réunion des copodeurs. Les copodeurs, c'est ceux qui veulent écrire sur le pod.fr, sur leur podcast, bien entendu, ou sur le podcast en général. On a une réunion à 17h. Ceux qui veulent participer, vous nous envoyez un petit mail ou un petit mail à cécile@lepod.fr. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas la version papier de notre magazine, qui est vraiment une vraie sélection de podcasts de qualité, le dernier magazine qui est sorti, c'est le numéro 6. On peut vous en envoyer un exemplaire par la poste gratuitement si vous allez sur lepod.club, lepod, lepod.club, CLUB. Vous laissez vos coordonnées en bas dans le formulaire et on vous envoie un exemplaire papier du magazine qui a entre 80 et 100 podcasts. Et le dernier, c'est le numéro 6. Le 7 va sortir pour le Paris Podcast Festival. Donc n'hésitez pas à aller sur ce petit site qui est dédié pour les clubbers, comme on a dit. Eh bien, merci à tous et à toutes. On va maintenant, moi je vais aller manger parce que j'ai pas encore mangé. Stéphane va commencer à travailler. Et puis, si vous n'êtes pas membre du club, cliquez sur la maison verte en haut, devenez membre. Cliquez sur Philippe, sur Frédéric, sur Stéphane. Cliquez sur follow pour être alerté des rooms dans lesquels ils parlent ou des rooms qu'ils vont lancer ou mener. Et puis, je rappelle pour ceux qui s'intéressent, sur le site du pod.fr, on a un petit, on va intervenir sur un bootcamp. Donc, dans lequel vous allez vraiment aussi pouvoir créer, si vous avez un projet de podcast, c'est Podcast Makers qui organise un bootcamp. Je vais intervenir moi sur une session dans ce bootcamp. Si vous voulez participer, il y a un petit lien sur le site et on a même un code réduction si ça vous intéresse. On vous passera un code de réduction, mais je pense qu'on va demander à Raph Grieco de venir pour nous représenter, puisque c'est le podcast c'est le bootcamp dont on avait déjà parlé dans la saison
saison 1 et qui a été en fait décalée et qui a lieu là avant la fin de l'année. Donc si vous voulez participer à ce bootcamp avec en plus c'est pas forcément excessif, c'est pas le coût du vrai bootcamp classique. Donc c'est la première fois qu'il lance ça, donc le coût est pas vraiment exceptionnel, et en plus on peut avoir une petite réduction avec le pod. Donc si ça vous intéresse, pareil, envoyez-nous un message, soit par Clubhouse, soit par et on est joignable assez facilement quand même, c'est pas trop compliqué de nous joindre, Brûlatour ou moi. Allez, bonne journée à tous et à toutes, bon podcast, bonne narration, bonne écriture, et si vous voulez nous suivre, lepod.fr pour ceux qui aiment le podcast, la lettre.pro pour ceux qui aiment la radio. Salut à tous, ciao. Une production Radio House. Et on accueille Brûlatour pour son billet acidulé de J'adore même. Merci, merci pour cette seconde de qualité. Voilà, il faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bonjour à tous. Pour discuter avec nous. Et puis, Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House.